Nous accueillons maintenant Anna Assouline. Venez nous rejoindre, Anna. Vous avez 33 ans, vous êtes documentariste, réalisatrice de documentaires, notamment Les Guerrières de la Paix, été diffusé chez nos confrères de LCP en 2014, qui donne la parole à des femmes israéliennes et palestiniennes qui luttent ensemble pour la paix. Soyez la bienvenue. Et Merci. de ce film est né un mouvement, et ce mouvement, justement, appelait hier un grand rassemblement à Paris, place de la Bastille, un rassemblement sans aucun drapeau, en hommage à toutes les victimes. Quel était le sens de cet appel ? Alors ce rassemblement qu'on a organisé hier, justement le sens de cet appel, c'était un moment de dignité collective, de solidarité, un moment où il est possible de ne pas justement hiérarchiser les morts, les souffrances des uns et des autres, de parler de tout, de parler aussi bien de la libération des otages que des morts civiles sous les bombardements à Gaza, où il est possible de porter ce message collectif, cette autre voix qui est totalement étouffée et inaudible actuellement dans le débat public, cette voix de dignité et de deuil collectif. Et cette voix aussi pour la paix, parce que militer pour la paix, ça peut sembler un peu... déjà, ça peut sembler assez normal, mais aujourd'hui, ça demande un certain courage de venir à ce genre de rassemblement. Oui, tout à fait. On entend souvent ici et là, et particulièrement dans le chaos que nous vivons depuis le 7 octobre, que la paix serait une posture un peu déconnectée, utopiste, mignonne, bisounours. Or aujourd'hui, c'est ce qu'on affirme avec les guerrières de la paix, et pas seulement d'ailleurs, c'est ce qu'on a vu aussi sur le terrain quand on a rencontré ces militantes et ces militants palestiniens et israéliens. C'est bien aujourd'hui la position qui demande le plus de courage, qui est la plus risquée aussi, puisqu'on est entre tous les feux. Il faut d'abord être capable parfois d'affronter les siens, de remettre en question son propre narratif, ses propres convictions, de se mettre à la place de l'autre. Donc tout ça demande un courage qui nous manque beaucoup aujourd'hui, à l'heure où tout le monde est assigné à choisir un camp, à faire bloc avec les siens, à ne pas reconnaître la légitimité et la souffrance de l'autre. Donc, et par ailleurs, la paix, dans le contexte actuel, sauf à être dans des logiques de destruction de l'autre, d'annihilation de l'autre, etc., c'est la seule issue pragmatique et possible au chaos que nous sommes en train de vivre. Comme on le voit, ni slogan ni drapeau, ce que rappelait Paola lors de vos manifestations, ça veut dire qu'on ne vous verra jamais dans des manifestations place de la République pro-palestinienne, pro-Gaza, certains diront pro-Hamas. Il y a dans notre mouvement, qui est un mouvement donc de femmes juives, musulmanes, chrétiennes, athées, mais le noyau dur s'est vraiment constitué autour de femmes musulmanes et juives, des femmes avec des sensibilités différentes. C'est ça aussi qui est intéressant, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans un entre-soi de personnes qui seraient toutes convaincues, qui auraient la même sensibilité. On est capable de se parler, d'essayer de se comprendre, de dépasser aussi parfois nos propres narratifs, etc. Et donc dans notre mouvement, il y a des femmes qui se rendent à différents rassemblements, à différentes manifestations. Le but de ce rassemblement que nous avons fait hier et que nous avions déjà fait il y a 2 semaines n'est absolument pas de venir en opposition avec les autres rassemblements qui existent. Simplement, nous déplorons qu'il n'existe pas aujourd'hui d'espace d'expression et de mobilisation qui rassemble toutes ces causes, qui soit capable de nommer les choses avec clarté, sans les hiérarchiser, qui n'oublie pas les uns et les autres. On aimerait pouvoir, dans un même rassemblement, voir des gens avec les portraits d'otages israéliens, à côté de gens qui réclament que les frappes qui touchent les civils de Gaza cesse. On aimerait qu'il soit possible aujourd'hui dans notre pays d'être dans cette union, dans cette dignité collective. Or aujourd'hui, c'est difficile. Il y a énormément de division et de haine, on le voit. Est-ce que vous, vous vous faites d'ailleurs parfois interpeller sur le thème il faut prendre position. C'est le dossier israélo-palestinien, c'est sans doute le dossier politiquement le plus polarisé dans le monde depuis 50 ans. Donc quand on se situe au milieu sans vouloir justement prendre un parti, ça vous arrive de vous faire insulter sur cette position ? Alors oui, ça nous arrive très souvent, particulièrement, enfin de plus en plus depuis le 7 octobre. Il se trouve encore une fois, comme je vous le disais, qu'on est entre tous les feux de ceux qui ne veulent pas entendre parler de paix, qui disent qu'il est impossible de faire, enfin des deux côtés si vous voulez. Il y a eu le curseur qui a un petit peu bougé juste après le 7 octobre. On se prenait énormément de critiques de la part de gens qui ont plutôt une sensibilité pro-israélienne. Aujourd'hui, c'est plutôt les gens qui ont une sensibilité pro-palestinienne qui disent qu'on ne peut pas tenir ce discours aujourd'hui. Donc
de toute façon, effectivement, on est prise entre ces feux. En revanche, ce qui est important de comprendre, c'est que la paix et le combat pour la paix, c'est pas la neutralité, c'est pas le non, c'est pas le fait de ne pas avoir d'opinion, c'est pas le fait de ne pas choisir. Enfin, c'est-à-dire refuser de choisir un camp, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'avis sur ce qui se passe. Ça veut dire qu'on est capable de tout nommer avec les mots justes et de ne rien oublier dans nos mobilisations et dans nos combats. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne dit rien sur la nécessaire lutte contre les injustices, etc. On a des positions très claires avec les guerrières de la paix sur toutes ces choses-là. Et donc voilà. Voilà, on voudrait vous parler à propos de mobilisation, d'une polémique qui est montée après que le patron du Parti socialiste, Paola, pour lutter contre l'antisémitisme, a appelé justement hier à un grand rassemblement. Son message a été brouillé. Mais oui, on voit bien que le terrain est inflammable. Même quand on appelle à l'unité nationale, eh bien, ça peut être brouillé. C'était le cas d'Olivier Faure qui a fini par créer un tollé, y compris au sein du PS. Je vous propose de l'écouter. C'était hier au micro de la Radio J. Alors, on n'a pas le son. On n'a pas le son. Effectivement. Alors, que se passe-t-il ? Il appelle à un grand rassemblement et le journaliste lui dit « Mais est-ce que vous voulez que le Rassemblement national vienne ?» Alors, il esquive un peu et puis finalement, il dit « Oui, je pense que le Rassemblement national pourra venir s'il se défait de son histoire d'antisémitisme. » Alors, au sein du PS, ça a créé beaucoup de remous, notamment du député Jérôme Guedj, qui a dit « J'imagine très mal le coup de fil à Jordan Bardella pour l'inviter, lui et ses amis. » Même son cloche est le principal opposant d'Olivier Faure qui lui a dit accepter de se rassembler avec le Rassemblement national serait une grave faute. Jean-Luc Mélenchon a dit qu'il ne défilerait pas avec le Rassemblement national. Marine Le Pen a dit qu'elle ne défilerait pas avec la NUPES. Bref, incendie qu'Olivier Faure a essayé d'éteindre en disant que finalement, eh bien, le Rassemblement national n'avait pas sa place. Mais j'ai regardé votre date de naissance et vous êtes né en 1990. Et cette même année, après la profanation du cimetière juif de Carpentras, François Mitterrand avait défilé pour une grande marche contre l'antisémitisme. Il y avait eu à peu près 200 000 personnes dans les rues parisiennes. Est-ce que vous regrettez qu'on n'arrive pas à créer justement une grande marche contre l'antisémitisme ? Bien sûr que je le regrette. On parle beaucoup d'ailleurs de c'est aussi ça qui a forgé notre mouvement des guerrières de la paix, qui est quand même un mouvement de femmes françaises, donc qui ont voulu s'unir aussi contre les haines et les oppositions qui existent dans notre pays. Et ces solitudes de communautés qui aujourd'hui luttent entre elles pour des juifs qui lutteraient dans leur coin contre l'antisémitisme, des musulmans qui lutteraient contre la haine des musulmans, le racisme, etc. On se retrouve dans des entre-soi aujourd'hui qui nous étouffent, qui nous étreignent, qui empêchent la réelle solidarité. Carpentras est, je crois, un des derniers moments où on a vu vraiment tout le monde se rassembler contre l'antisémitisme en France depuis, après chaque attentat antisémite, chaque attaque. Oui, pas tout le monde, mais en tout cas, il y a eu un vrai élan national, une vraie solidarité nationale qui, depuis, c'est souvent quand même retrouvé assez seul. Évidemment, il y a aussi des alliés de la lutte contre l'antisémitisme, des antiracistes, etc. Mais c'est vrai qu'on a vu, après Ilan Halimi, après Ozar Torah, que ce regroupement était quand même avait du mal à dépasser le noyau communautaire. Donc évidemment qu'on déplore cette incapacité aujourd'hui à se mobiliser tous ensemble. Il faut effectivement qu'on se batte contre ça. C'est vraiment aussi au cœur de nos combats. Et par ailleurs, tous ensemble, je crois que ça ne veut pas dire tout et n'importe quoi. Carpentras d'ailleurs avait été profané par des militants d'extrême droite. Il faut savoir qui sont les alliés contre nature aujourd'hui de la lutte contre l'antisémitisme et ne pas se leurrer sur leurs intentions. Il est hors de question, en tout cas pour nous, militantes antiracistes de confession juive, musulmane, etc., de se laisser instrumentaliser par une extrême droite qui n'a, je crois, pas grand-chose à faire de la protection des juifs de ce pays ou de la solidarité avec les juifs de ce pays, mais pour qui le seul objectif est de stigmatiser les musulmans de France. Et ni se laisser instrumentaliser par l'extrême gauche ? Par les deux ? Moi, je crois que je ne mets pas l'extrême droite et l'extrême gauche au même niveau sur les questions de lutte antiraciste et de lutte contre l'antisémitisme. Il y a du travail à faire du côté de l'extrême gauche sur certaines questions. Il doit être fait. De nouveau, depuis le 7 octobre, il y a eu des positionnements et des déclarations indignes. En revanche, je crois quand même que dans l'histoire politique de notre pays, etc., il y a des partis qui sont identifiés comme clairement antisémites dans leur ADN. Ces partis-là ne peuvent pas se retrouver, selon moi, aujourd'hui comme des alliés de la lutte contre l'antisémitisme.
Alors on entend votre dénonciation du manque de responsabilité des politiques très clairement. Depuis le 7 octobre, vous déplorez aussi une France qui ne se parle plus parce que les différentes parties ne se connaissent plus. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Oui, je crois qu'une des choses qui nous fait le plus de mal et qui est en train de nous exploser en plein visage en ce moment, mais qui est latent depuis plusieurs années, c'est la méconnaissance des uns et des autres. Il y a maintenant aujourd'hui de plus en plus de communautés qui ne se rencontrent plus, qui n'ont plus de lieu de rencontre. Moi, je sais par exemple, j'ai suivi des jeunes juifs et musulmans qui ont fait un tour de France pour lutter contre les préjugés racistes et antisémites. Et il y a des lieux aujourd'hui dans notre pays où des gens disent par exemple, je n'ai jamais rencontré un juif. Vous êtes le premier juif que je vois. Avant, c'était à la télé, etc. Donc, évidemment que cette méconnaissance fait énormément de mal, qu'elle laisse place à énormément de fantasmes, de peur aussi. Donc, je crois que c'est un des leviers sur lesquels il faut qu'on se batte aujourd'hui. Créer des moments de rencontre, créer des moments de dialogue, casser ces entre-soi, encore une fois, qui nous étouffent et qui entretiennent la haine et la méconnaissance. Et voilà. Mais ils se parlent plus, mais ils ne veulent plus se parler. C'est peut-être ça, non ? Surtout. Oui, il y a des gens qui ne veulent plus se parler, mais il y a aussi des gens qui ne se rencontrent plus, qui n'ont plus de manière très concrète de lieu de rencontre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, voilà, ces dernières années, il y a eu énormément de replis liés à plein de choses, liés au rejet, à la peur. Avant, il y avait l'école pour ça. Liés aussi à... Pour brasser les populations. Mais aujourd'hui, il y a des écoles où, par exemple, il n'y a pas de juifs. Enfin, voilà, c'est quelque chose qu'on entend très souvent. Moi, encore une fois, j'ai une école où il n'y a pas de juifs. Bah, il y a plein de gens. Une école qui exclut. Non, pas du tout. Il y a de plus en plus de juifs qui vont dans des établissements communautaires. D'accord. Et donc, il existe aujourd'hui, voilà, des classes entières où il n'y a plus de juifs dans la classe. Donc c'est pas qu'un refus de se rencontrer, c'est aussi une réalité concrète qui fait que année après année, un fossé s'est creusé entre les communautés dans notre pays et qu'il y a de plus en plus de difficultés maintenant à avoir des lieux pour être réellement ensemble. C'est ce que disait Gérard Collomb. Vous vous rappelez, en 2018, il l'avait prédit. Il a vu ces Français de plus en plus côte à côte. Ils ne se parlent plus. Paola, justement, à propos d'antisémitisme, on voit monter un nouveau slogan sur les réseaux sociaux. Je suis juif. Oui, et ce slogan, eh bien, vous allez le voir et il va sûrement vous rappeler quelque chose. Évidemment, il rappelle le triste célèbre Je suis Charlie qui était devenu viral en 2015. C'est l'écrivaine d'ascendance juive Rachel Kahn qui a partagé ce slogan Je suis juif le 2 novembre dernier en l'accompagnant d'un texte que vous allez voir. La France a un rendez-vous avec son histoire, un rendez-vous urgent avec sa devise, un rendez-vous impérieux avec la fraternité. Et elle rajoute, il s'agit en fait de vérité pour la République avec tout ce que nous sommes. Ce slogan, il est régulièrement repris. Il avait déjà été repris après l'attaque terroriste qui avait coûté la vie de Samuel Paty. Alors on avait vu des hashtags, voilà, je suis prof, je suis Samuel Paty. Est-ce que c'est important pour vous aujourd'hui qu'on voit partout sur les réseaux sociaux ce hashtag je suis juif? Par exemple, le journaliste Mohamed Sifawi, lui, l'a retweeté en disant il y a des moments dans l'histoire où il ne faut pas avoir piscine et il a mis hashtag je suis juif, je suis sioniste. Et je méprise profondément tous ceux qui veulent nous faire vivre ou faire vivre nos amis, nos compatriotes, nos voisins, nos collègues, nos frères dans la terreur. Est-ce qu'il faut ce hashtag ou est-ce que ce n'est pas le bon message ? Moi, je crois que tout message de solidarité aujourd'hui est nécessaire et important. Donc, évidemment qu'il faut affirmer une solidarité très forte dans un moment où les actes antisémites sont en pleine flambée, et ça, pour le coup, je le vis aussi dans ma chair. Les Juifs de France sont dans un moment de grande solitude, de grande peur. Il y a énormément de gens qui... moi, pour vous raconter une anecdote personnelle, j'ai mes voisins qui sont venus me suggérer de retirer la mezouza devant ma porte en me faisant comprendre que ça m'était, il en allait de la sécurité de tout l'immeuble. Donc on en est quand même là. Non, je ne l'ai pas fait, mais voilà, j'ai des débats régulièrement avec mon mari sur... qui changent leur prénom, par exemple, quand elles appellent un taxi. Oui, bien sûr, on est dans ce moment... qu'on puisse les reconnaître ou les identifier. Voilà, tout à fait. Donc on est dans ce moment terrible, et je crois que face à cela, toute initiative de solidarité
est la bienvenue. Il faut encore une fois qu'on soit capable d'être tous ensemble sur toutes ces questions. J'aimerais qu'on soit tous capables de dire je suis juif quand il y a des attentats antisémites ou quand les juifs sont en danger, de dire je suis musulman quand les musulmans de France sont ciblés, stigmatisés, essentialisés. J'aimerais aussi qu'on soit capable, après le 7 octobre, d'être dans une solidarité où il serait peut-être possible de dire je suis israélien, ou aujourd'hui on pourrait dire je suis palestinien par rapport à ce qui est en train de se passer à Gaza pour les civils. Encore une fois, je vous dis, il s'agit vraiment d'être capable, d'être au rendez-vous sur toutes ces questions, de ne pas les hiérarchiser, de ne pas choisir, encore une fois, d'invisibiliser une cause au détriment d'une autre, etc. Donc toutes les initiatives de solidarité, évidemment, doivent être soutenues. Xavier, un petit mot ? En fait, pour aller dans votre sens, il faudrait un hashtag je suis juif et en dessous un hashtag je suis Gaza, en fait, pour défendre les deux causes, les civils qui sont morts en Israël le 7 octobre et puis ceux qui meurent aujourd'hui dans cette guerre. Non, j'ai justement voulu distinguer là dans ce que je viens de vous dire. J'ai d'abord dit je suis juif quand il y a effectivement une montée d'antisémitisme et je suis musulman. Là, il s'agit de la société française. C'est-à-dire que je pense qu'il faut qu'on fasse très attention aussi à ne pas tout mélanger. Il n'y a pas d'un côté les juifs de France et de l'autre les Gazaouis. Ça n'est pas ça la réalité de notre pays aujourd'hui. Et d'ailleurs, on parle beaucoup d'importation du conflit israélo-palestinien. Moi-même, c'est un mot que j'ai souvent utilisé, qu'aujourd'hui je questionne. Je pense qu'il y a évidemment les conséquences du conflit israélo-palestinien. Ça, on peut en parler. En revanche, ce que ça vient révéler, agiter dans notre société, ce sont des problèmes latents qui existent et qui existent bien avant que la situation explose. C'est un révélateur qui vient effectivement en miroir rencontrer de nombreuses tensions, de nombreux fantasmes, de nombreux problèmes, frustrations, etc. qui existent déjà dans notre société et qu'on doit régler en profondeur. Mais je pense qu'il faut faire attention de ne pas tout mélanger. Alors, vous parliez de la peur des Juifs aujourd'hui. Il y en a beaucoup qui se posent la question de déménager en Corse. Oui, parce qu'il y a eu plus d'1 millier d'actes antisémites partout en France, mais pas un seul en Corse. Il règne sur l'île un sentiment de sécurité et c'est Lévi Pinson, le rabbin de Corse, qui le dit. Depuis une semaine, il a de nombreux appels de juifs qui pensent à déménager en Corse pour se sentir plus en sécurité sur cette île qu'on surnomme désormais l'autre terre promise. Voilà ce qu'il déclarait au Figaro ce matin. Ici, il y a une tradition d'accueil. Lorsque les gens me croisent dans la rue en habit de rabbin, ils m'expriment même leur solidarité par rapport au conflit. En Corse, on n'a pas peur d'être juif et cette sérénité n'est pas le fruit du hasard puisqu'elle prend ses racines dans l'histoire, car dans l'imaginaire de la communauté juive, la Corse reste avant tout l'île des justes, le seul département français qui n'a pas déporté des juifs durant les années noires de la Shoah. Aucun juif n'a été dénoncé. Pour ce rabbin corse, 500 membres de la communauté juive vivent en pleine sécurité en Corse. Les juifs du continent vivent dans la crainte et cachent même les signes distinctifs, alors qu'en Corse, c'est impensable d'être agressé parce qu'on est juif. Est-ce que vous comprenez aujourd'hui qu'en France, on ait si peur qu'on quitte le continent français pour une autre terre ? Écoutez, je ne peux pas vous dire que je ne comprends pas la peur de ceux qui souhaitent partir. Ce que je peux vous dire, c'est que moi, je souhaite qu'on continue à se battre pour ne pas avoir à partir, que tout notre combat, il est précisément basé sur cet espoir de pouvoir vivre ensemble dans ce pays, que la France est un pays qui a des valeurs qu'on doit continuer à défendre et à porter tout ensemble et tous ensemble. Et donc, évidemment, je ne peux pas en vouloir à ceux qui, aujourd'hui, sont dans un tel désespoir et dans une telle crainte qu'ils envisagent le départ. Mais je crois qu'il faut qu'on continue de se battre tous ensemble, de faire émerger aussi cette voie d'union pour pouvoir continuer de vivre ici en solidarité les uns avec les autres. On n'a plus beaucoup de temps malheureusement, mais en quelques mots, vous êtes une militante de la paix. Vous-même, vous avez des propositions ? C'est la paix pour la paix ou vous... Alors nous, c'est un sujet compliqué parce que ça fait plus de 50 ans qu'on cherche la voie et les issues. 75. Oui, mais est-ce que simplement c'est la paix pour la paix ou est-ce que politiquement vous faites des propositions aussi ? Bien sûr, alors évidemment dans la paix sans proposition politique concrète ne veut pas dire grand-chose. Voilà. En revanche, je pense qu'on a aussi avec les guerrières de la paix une position d'humilité vis-à-vis de toutes ces questions. C'est-à-dire que nous, ce qu'on prône, c'est justement de se faire le relais des voix des militants
en Israël et en Palestine, qui aujourd'hui, et qui travaillent d'ailleurs sur le terrain et depuis des années, à chercher des solutions politiques. Ces militants ont différentes solutions politiques. Certains continuent de penser que la solution à 2 États est la solution la plus juste. Certains parlent de confédération. Voilà, il existe. Allez sur votre site, j'imagine, et on peut voir. Vous nous avez convaincu du fait que militer pour la paix, eh bien, ça demande parfois plus de courage que de prendre une position très tranchée pour les uns et pour les autres. Merci infiniment.